Bonjour tout le monde, je m'appelle Anis Zouaoui, je suis un passionné de résilience et de performance des systèmes d'information. Je me définis aussi comme étant un développeur béni de la sagesse de la production. Et je développe mon entreprise, Atharvio, je développe aussi des expériences résilientes et je développe aussi le parcours de 3 enfants. Je vais vous parler aujourd'hui de sécurité, de Zero Trust, pour Kubernetes, avec Istio. Pour commencer, je vais vous parler rapidement de la sécurité à l'ancienne. Avant, on sécurisait nos assets les plus importants avec des murs, avec des forteresses, jusqu'au jour où un certain Achille a cassé un peu le mythe, puisqu'il a pu rentrer dans la forteresse et l'attaquer de l'intérieur. Et donc, malheureusement, ces forteresses ne protègent plus. Et si on fait on va dire le parallèle avec notre système d'information, aujourd'hui, on a du télétravail, on a de la mobilité, on a plusieurs intervenants qui travaillent sur notre SI, plusieurs opérateurs. On a des menaces externes, mais on a aussi des menaces internes. Et puis, on a plusieurs devices qui travaillent sur le SI. Le périmètre lui-même, il évolue. On est sur des entreprises qui autorisent le travail à distance, le travail hybride. 95% même utilisent du on-device. Et 78 des entreprises sont déjà sur le cloud et ont déjà intégré des initiatives cloud hybrides avec plusieurs fournisseurs. En parallèle, et en même temps, le temps de détecter une brèche d'accès à des données, ou des brèches non autorisées, ou un accès non autorisé à une donnée, est très long. On est à 118 jours en moyenne, selon IBM. Et malheureusement, ces brèches passent par des accès qui sont autorisés. Et ces accès qui sont autorisés, qui sont définis à des utilisateurs, qui sont des fois très laxistes, paresseux, peut-être 53% d'entre nous, peut-être, n'ont pas changé leur mot de passe principal depuis 12 mois. Et donc, ce problème devient à la fois multipérimètre, et puis la sécurité historique, classique, c'était à la base, avec l'exposition, avec l'ère du cloud, on est arrivé avec des VPN qui ont évolué aussi, qui sont devenus intelligents, mais les VPN ne sécurisent que le tunnel d'entrée. On a toujours les firewalls, ils sont là depuis 40 ans, des firewalls qui ont évolué aussi, ils sont devenus applicatifs, ils sont devenus intelligents, ils utilisent l'IA, mais ils se focalisent principalement sur les périmètres qui sont définis, qui sont connus à l'avance. Et donc, on est face à une réalité où la sécurisation avec une approche réactive et explicite, c'est-à-dire où on définit des actions post-incident, on réagit à l'incident, on réagit aussi à un système qui nous lance une alerte, on réagit à une attaque ou à un défaut pour le corriger, ou on définit le périmètre à sécuriser en avance, et donc avec une configuration connue, avec des experts, avec des sachants. Malheureusement, cette approche ne s'y fait plus. Et avant, c'était simple. Donc, on avait des zones de confiance à sécuriser qui sont définies. On a notre forteresse, notre data center, notre SI. On a mis des VPN pour sécuriser les tunnels, on a mis des firewalls, voire des DMZ, avec des utilisateurs internes et externes. Mais malheureusement, ce périmètre, il est en train de se fragmenter. Et donc, on arrive avec du cloud interne, du cloud hybride, du on-prem. Et comme le dit très bien notre ami Brice Hortefeux, quand il y en a un, ça va. Mais quand on y a plusieurs, c'est là où on a des problèmes. Et donc, on a commencé à ajouter des couches de sécurisation, donc des outils, des systèmes pour sécuriser à la fois les flux, les données, les intrusions. Et on arrive avec un melting pot de tools et d'outils qui deviennent de plus en plus complexes. Une bonne partie sont configurables manuellement, systématiquement déployés avec de l'automatisation. Mais malheureusement, on arrive à une situation où les forteresses ne protègent plus, les périmètres évoluent et s'élargissent de plus en plus. Les violations d'accès utilisent des accès légitimes, donc des vrais comptes utilisateurs, de vrais accès autorisés. Et la sécurité réactive et explicite ne suffit pas. Le temps de détecter une brèche est très long. Et la surface d'attaque, elle est presque maintenant à tous les niveaux, y compris au niveau humain. Et donc, comment faire
pour sécuriser nos organisations. Il y a une solution qui a émergé, qui est le Zero Trust, et qui n'est pas nouvelle, on va dire. Là aussi, il y a des références hyper intéressantes, surtout celle de Tupac. Et cette démarche No Trust, elle a émergé quand il y a eu une attaque de grande ampleur en 2009, où Google et plusieurs entreprises technologiques ont subi une attaque lente, structurée, intense, et qui a été sponsorisée par un État. Et cette attaque, elle a fait de l'espionnage industriel, et grosso modo, on a profité d'une faiblesse zero day, c'est-à-dire une faiblesse ou une vulnérabilité qui était détectée par les attaquants et pas par les défenseurs. Et cette vulnérabilité, elle était au niveau d'Internet Explorer, et on a pu infiltrer le SI de ces entreprises, voire même on est rentré dans le gestionnaire de code source. Et donc l'attaquant, il a pu même modifier le code des outils et des produits Google, et ça durant des mois, voire des années. On ne sait pas à quel niveau, à quel moment ça a été traité. Donc on a eu l'opération Aurora. Cette opération, elle a déclenché 2 initiatives au niveau portées par Google. La première, c'est le Beyond Corp. C'est de dire l'accès ne dépend pas seulement de l'utilisateur, dépend aussi de son appareil, de sa position. Les connexions depuis des réseaux connus ne déterminent pas les autorisations et l'accès à des services. Donc il faut dépasser ce niveau-là. Et tout accès doit être authentifié, autorisé et chiffré. Et après, dans un deuxième temps, on a défini aussi le Beyond Prod, c'est-à-dire on ne fait plus confiance entre les services, c'est-à-dire entre les environnements, un environnement de prod qui communique éventuellement avec un environnement de pré-prod ou l'inverse ou autre. Les services eux-mêmes au sein d'un environnement doivent être aussi non-trusted, et on doit authentifier les services à tous les niveaux et à chaque étape. Et puis le dernier point, c'est que tous ces déploiements et tous ces checks doivent être automatisés. Et donc, on est arrivé avec un modèle qui s'appelle le Zero Trust, et ce modèle, son adage est de ne pas faire confiance et toujours vérifier. Concrètement, ça veut dire qu'on s'appuie sur 3 principes. Le premier, c'est qu'on est dans un environnement hostile, donc on part du principe qu'on est déjà dans un environnement compromis, et donc on a déjà notre SI ou notre système déjà compromis, attaqué, accessible. Le deuxième niveau, c'est ne jamais faire confiance, vérifier à tous les niveaux, et la vérification, elle doit être continue. L'objectif est bien évidemment de sécuriser nos données, l'asset le plus important, notre LN, sécuriser les identités, sécuriser les services, sécuriser les accès, et sécuriser les devices. Et ça, avec une approche industrialisée, automatisée, à tous les niveaux, avec de l'orchestration, et aussi avec de l'observabilité, et mesurer notre démarche de sécurisation et de Zero Trust. Mais le Zero Trust peut être confus. On a plusieurs portées. On a une portée large. On parle de device, on parle d'outils, on parle même d'humains, on parle d'accès, on parle de l'edge, de l'IoT, on parle de plusieurs niveaux de granularité. On parle aussi de plusieurs entreprises de conseil qui amènent aussi du buzz sur le terme, donc à travers à la fois les analystes. Forrester est un des acteurs qui ont propulsé le Zero Trust, mais aussi ça a été repris par la suite aussi par tous les fournisseurs de services de sécurisation. Et ça peut être confus parce que chacun, il vit le Zero Trust avec son expérience, avec sa journée. Donc chaque entreprise a son expérience. Et donc, le Zero Trust n'est pas un produit. Parce que si quelqu'un vous dit que c'est un produit, il a un produit Zero Trust et il a le Zero Trust comme produit, bah, c'est qu'il a envie de vous vendre un produit. Le Zero Trust, ce n'est pas forcément le Trust No One, c'est on trust, mais à partir de confiance, à partir du moment où on vérifie. Et puis, il n'est pas forcément en lien à la sécurité. Certes, on parle de sécurité, mais ça parle aussi d'expérience. Comment on facilite aussi l'accès à la sécurité sans forcément embêter tout le monde avec plusieurs éléments, étapes manuelles ou assez, on va dire, superflus ou compliqués. Et puis, il ne se déploie pas une fois, ce n'est pas du Big Bang. Il n'est pas forcément adapté aux grandes entreprises, il peut être appliqué aux petites et moyennes entreprises. Et puis, il ne remplace pas tous les outils qu'on a vus, il complète. Maintenant, on va parler de Kubernetes. Donc, avec l'évolution de notre SI, on a vu voir et arriver les containers.
Les containers, ils ont amené pas mal de facilités, ils ont permis de faire de l'isolation, ils ont simplifié nos écosystèmes. Je me rappelle les premières initiatives pour utiliser des containers dans des SI, c'était principalement chez les développeurs, par exemple, pour avoir des environnements sur lesquels on peut travailler sans forcément dépendre d'une infra compliquée ou d'un environnement réel complexe. Ça amène de la portabilité, de la rapidité. On démarre un container en quelques millisecondes, démarrer une VM, c'est quelques minutes, démarrer un serveur physique, c'est encore plus compliqué. La rapidité, la simplification aussi de nos applications, la modularité et surtout la capacité à monter en charge, la scalabilité. Là aussi, je reviens au célèbre adage, quand tu as un, ça va, quand tu as un 100, moyennement, mais quand on a 1000, il faut orchestrer. Et c'est là où notre Kubernetes arrive à la rescousse, puisque c'est un système open source qui permet d'orchestrer les conteneurs et permet de déployer automatiquement et à l'échelle nos applications containerisées. Kubernetes est un système open source d'orchestration. Il se base sur des fonctionnalités, configuration, disponibilité, l'allocation dynamique, tout ce qui est monitoring, backup. Tout ça est automatisé. Il est porté par plusieurs distributions. Il y en a 52 au total, j'ai cité les plus importants. Et puis, qui se déploient sur plusieurs infrastructures. Donc, on peut déployer du Kubernetes sur du cloud, sur du on-prem, mais aussi sur du edge. On peut déployer un Kubernetes dans une voiture connectée ou dans une fusée. Mais toutes ces distribs se basent sur la même approche, c'est-à-dire on a des containers et on a une équipe DevOps qui pousse des YAML, des fichiers de configuration de programmatique qui permettent de planifier, gérer les ressources, déployer automatiquement et gérer le cycle de vie. Donc on peut avoir un container ou plusieurs dans un pod qui tourne avec d'autres pods sur un container runtime. Le container runtime, il est déployé dans un worker node. On peut en avoir plusieurs. Le plus important en termes de worker node, est le master node. C'est un peu notre cerveau. Et lui, il a une télécommande. C'est notre API serveur, lui, qui permet de communiquer avec nos worker nodes. Cette communication se passe avec les kubelettes et on s'appuie sur des fonctionnalités et des modules internes au niveau de Kubernetes, qui sont les schedulers, le contrôleur, et le etcd, qui est notre base de configuration, mais pas que. On peut avoir deux catégories d'utilisateurs, principalement. Des équipes DevOps qui déploient les services à travers une CLI, une API, une UI, et puis nos utilisateurs finaux, qui, eux, accèdent aux services qu'on déploie et qu'on démarre. La sécurité Kubernetes, elle souffre de quelques mythes. Malheureusement, les pods, par défaut, ils ne sont pas isolés. Ils sont accessibles entre eux. On n'a pas de contrôle de rôles basés sur des accès basés sur les rôles, activés par défaut. Les secrets, même si ça s'appelle secret, ils ne sont pas chiffrés. Et on ne gère pas, par exemple, la journalisation par défaut. Et donc on le voit d'ailleurs sur les statistiques, on a 380 000, selon Palo Alto, d'API serveurs accessibles sur Internet, et 94% des failles de sécurité et des incidents de sécurité, de cybersécurité, sont liés à de la configuration, de la misconfiguration, et à des erreurs d'automatisation. Pire, on déploie des workloads, des containers, la majorité, une bonne partie viennent d'Internet, Snyk, qui sont là, disent que une bonne partie, malheureusement, des containers, ils sont déjà infectés. Et donc, pareil, ils ont listé les différents containers et les catégories par technologie. Donc, ces workloads, ils ont déjà des brèches. Pardon. Et donc, par défaut, Kubernetes ne gère pas aussi la relation entre les services, parce qu'il gère le cycle de vie des containers, des pods, des nodes et de nos services, mais la communication inter-services, et notamment quand on passe à l'échelle et quand on est sur du multi-cloud, par défaut, il ne le gère pas. Le deuxième niveau, c'est la politique de sécurité. Il n'a pas de politique de sécurité par défaut. Et c'est là où Istio peut appuyer cette notion de sécurité, cette notion aussi de service to service, parce qu'il fait du service mesh, il peut aussi faire du chiffrement, faire de l'autorisation, de l'authentification, la sécurité par défaut, de la sécurité en profondeur, au-delà du container, mais dans le container, au-delà de l'orchestrateur et de Kubernetes, mais dans les différents nœuds et les éléments de Kubernetes, et le monitoring et l'analytique. Donc si on veut visualiser concrètement ce que fait Istio, pour faire simple, on a un service A qui communique avec un service B. Istio, il injecte un proxy, qu'on appelle Envoy, et ce proxy,
il va remonter les différentes actions au control plan, donc la partie STO et notamment STOD. Et cette partie-là, elle va gérer et traiter les différents flux et les échanges. Donc on peut le voir à ce niveau. Et donc on peut voir par exemple que Envoy, au lieu de faire de la communication service to service direct, c'est Envoy qui se charge de traiter le service, les échanges, et qui permet de les sécuriser aussi avec du MTLS, de la sécurisation mutuelle. Et il s'appuie aussi sur des fonctionnalités. Il est déployé au niveau du master node, donc l'ISTOD, avec du pilote qui permet de diffuser la configuration au niveau des différents proxys, du Citadel qui permet de gérer l'authentification, voire générer des certificats. Il peut se baser aussi sur des outils tierces. Et puis Mixer, maintenant télémétrie V2, qui permet d'intégrer de la télémétrie et permet aussi d'intégrer de l'observabilité et du reporting et de l'audit. Il y a deux modes de déploiement au niveau de STO. Il y a un premier mode qui est le sidecar, qui est le mode le plus commun, le plus connu. Et récemment, il y a 1 an et demi, STO a sorti Ambient. Il y a une légère différence, c'est que le sidecar, on déploie un envoy dans chaque pod pour pouvoir gérer la communication. Ambient, et on déploie, pour faire simple, un envoy au niveau du node, et ce qui permet de réduire le nombre d'interactions pour des raisons de performance. Ambient est plus performant parce qu'il y a moins de flux, il y a moins de checks. Mais les deux rendent à la fin du service mesh et de la sécurisation. Je vais vous parler de quelques exemples d'utilisation concrète avant de passer à la démonstration, à la partie pratique. On a une question, par exemple, un service A et un service B, et on veut s'assurer que le service A il est autorisé à appeler le service B. Et donc là, on peut appliquer une policy STO qui permet de vérifier les identités et de gérer la communication et aussi de chiffrer, de faire du MTLS en top de la partie communication qu'on a. On peut aussi complexifier un peu le sujet. On peut se dire, bon, il y a un utilisateur qui fait appel au service A, qui fait appel au service B. Comment s'assurer que cet utilisateur ou cet appel vers le service B vient de la part du bon utilisateur? Et donc l'idée, c'est de propager un token, donc, principalement du JWT, et de pouvoir aussi le checker sur toute la chaîne applicative. Et donc à l'entrée du cluster, mais aussi dans les différentes transitions, et tout ça avec une politique de sécurité, et c'est Istio qui le gère automatiquement. Donc on peut spécifier l'appel ou bloquer l'appel si on n'a pas l'utilisateur ou la bonne catégorie d'utilisateurs autorisés. On peut aussi avoir un cas encore plus complexe, c'est de dire, OK, on a un utilisateur autorisé, il est connu, il est sur le réseau, et il a l'autorisation pour faire l'appel vers le service A. Le service B, il reconnaît que cet appel venant du service A, mais de la part de l'utilisateur, ben on peut aussi bloquer les appels internes, et là aussi, c'est une politique de sécurité qu'on pourra appliquer avec Istio pour faire en sorte que les appels autorisés ne passent que par une chaîne d'appels de transition bien spécifiée. Avant de passer à la partie pratique, Istio peut travailler avec plusieurs outils. C'est principalement son champ d'action, c'est le niveau 7 de la couche OSI, donc c'est la partie applicative, où il gère les différents flux et les échanges avec les services. Mais il peut aussi s'appuyer sur des outils, travailler, collaborer avec des outils qui peuvent avoir un niveau, même s'il descend aussi légèrement à la couche L4, la partie transport, mais il peut travailler avec des outils comme Cilium, qui permettent de sécuriser ou travailler, faire de la sécurisation au niveau de la couche transport et de la couche network, donc la layer 4 et 3. Maintenant, je vais passer à la partie la plus compliquée, la partie pratique. Alors, pour commencer, j'ai lancé mon cluster, donc je l'ai lancé il y a quelques minutes. J'ai créé un cluster avec un control plan, avec 3 workers, et par défaut, j'ai désactivé le CNI. Le CNI, c'est le Container Network Interface. Et c'est là où, justement, les outils comme Cilium se pluguent. Ils sont plutôt des fournisseurs ou des implémentations de la RFC ou de la feature CNI. Chaque hébergeur comme AWS ou Azure ou autre, il a sa propre implémentation de CNI. Et cette implémentation, elle permet de gérer les échanges au niveau
L4 et L3. Donc si on veut sécuriser, on va sécuriser à la fois au niveau applicatif, mais aussi au niveau plus bas. Donc, ça a été installé. Donc, j'ai utilisé un superbe outil qui s'appelle Kind pour le créer localement. J'ai installé aussi la CLI Cilium. Donc, si je lance le check, on voit que Cilium est en erreur, et c'est normal parce que je n'ai pas encore installé Cilium. Donc, je vais installer Cilium. Donc là, ça s'est installé. Et Cilium, il a un petit module qui s'appelle Hubble, et qui permet d'afficher les transactions. C'est une sorte de Wireshark, mais pour Kubernetes. Donc, il permet d'afficher les éléments qui sont en lien avec les transactions et les échanges. Donc, on peut juste vérifier qu'on a notre... worker. Je fais du port forwarding pour pouvoir accéder à Hubble, donc sur le port 12000. Et je vais lancer Hubble pour arriver sur la visualisation. Donc là, ici, on a les différents namespaces de Kubernetes. Donc on n'a rien sur la partie default, mais on voit que Hubble lui-même est déployé. Et on voit les échanges et les traces d'appels. Donc on peut voir que c'est un acquittement au niveau réseau, que ça vient de cette IP, que c'est la destination, et avec les différents éléments. Donc là, ça nous permet d'avoir cette visualisation, mais par namespace. Et donc là, on a notre Wireshark en interne, et on voit la partie réseau. Donc maintenant, on va installer Istio. Donc je vais l'installer avec le profil démo. Ça va mettre légèrement un peu de temps. Et donc, entre-temps, je vais... Avec Istio, par défaut, la distrib, elle vient avec des add-ons. C'est des add-ons utilitaires qui peuvent nous aider, notamment pour avoir l'observabilité. Donc Prometheus, Kiali, qui est pas mal parce qu'il permet aussi de voir les workflows d'exécution, Grafana, Loki, Jagger. Donc il y a pas mal d'outils qui sont à disposition. Donc on va les installer tous. Donc ils sont installés, on va juste vérifier, faire un petit check côté Istio pour voir les différents pods de notre namespace Istio, qu'on voit qu'ils sont en train de démarrer. On va juste encore vérifier, donc il y en a certains qui ont démarré, donc on va avancer. Et donc maintenant on va installer quelques applicatifs sur notre cluster. Donc Istio, ils ont bien fait les choses, donc il y a des applications de test, donc notamment HTTP Bean. Il y a une application d'OpenTelemetry, donc c'est OTL. Et puis, je vais installer deux services, service A et service B, qu'on va utiliser pour notre démonstration. Donc maintenant, on a dit par défaut, Kubernetes ne bloque rien et tout est accessible. Donc, pour le prouver, on va essayer de faire un curl, un appel, depuis notre service A, notre pod du service A, vers le site davox.fr. Qu'on démarre, on a bien un retour et on arrive à accéder à Internet. D'ailleurs, on peut le voir sur notre Wireshark applicatif, puisqu'on voit que le service A, et on voit les appels, communique avec The World. Donc, Internet, c'est le World. On voit aussi que PointTelemetry, qui est déployé, communique avec Jagger, et ça permet de remonter les informations et la partie télémétrie. Donc, si on revient à nos appels, on va faire aussi un appel interne, donc de service A à HTTP Bean. Donc on voit que ça retourne un 200, ça fonctionne. On le voit aussi à ce niveau-là. Donc si on refait... l'appel, on voit que ça arrive, on voit les différents flux, les trames et les détails. Maintenant, on va essayer de commencer à la sécurisation. Donc on va commencer à faire un peu de Zero Trust. Donc premièrement, on va bloquer les appels vers le monde. Donc c'est une policy. Et on définit, on dit, ben voilà, on bloque tous les appels vers l'extérieur. Donc on l'applique,
c'est fait. On va essayer d'appeler Devox. Et là, on voit que c'est dropped, c'est bloqué. Maintenant, on va appeler toujours l'appel interne, le service interne, qui devrait fonctionner. Retourner les headers et les éléments, donc avec un 200 OK. Parce que pour le moment, on n'a pas sécurisé encore les échanges intra-process, intra-service. On va, pour continuer la sécurisation, on va mettre du MTLS pour sécuriser les échanges entre les services. Donc, je vais le lancer en mode strict. Je vais bloquer tout, donc allow nothing. Et puis, je vais spécifier au niveau du service A vers le service HTTP bin, juste autoriser les appels de type GET. Donc là, on l'a appliqué. Si on fait un appel de type GET sur notre HTTP bin, bah, ça passe. Si on essaie de faire un delete de service A vers HTTP bin, bah, il n'est pas autorisé. Maintenant, on va essayer de visualiser un peu plus large, plus côté applicatif. Donc, j'ai fait pour forward sur des Kiali et Prometheus. Et puis, pour pouvoir aussi visualiser, parce que pour le moment, on n'a pas activé, on a installé Istio, parce qu'on le voit ici, on voit tous les éléments d'Istio qui sont là, avec les différents éléments de communication. Je vais peut-être zoomer. Voilà. Donc, avec les ingress qui permettent de traiter les appels entrants, et le egress qui gère les appels vers le World, vers Internet, et avec les différents modules et pods d'Istio. Donc on va activer l'injection, ce qui nous permettra d'activer Envoy et faire en sorte que maintenant tous les échanges passent par Envoy pour être gérés côté Istio. On va lancer un déploiement pour redéployer les services. Et puis, le temps que ça démarre, on va aller faire un tour rapide sur Kiali, qui permet de visualiser les workloads. Donc on voit par exemple ici, il dit qu'il n'y a pas de sidecar, parce qu'on a installé les sidecars au niveau du service A, service B et de HTTP bin. Donc on va voir aussi des graphes d'échange, mais quand on rentre dans les services, on va voir les services, on va voir les différents éléments qui sont en lien avec le réseau et la configuration. Donc, on va essayer, alors pour ceux qui me connaissent, je fais mieux d'habitude, mais je vais lancer un test de charge. Donc, je vais lancer un test de charge pour pouvoir visualiser les échanges. Grosso modo, donc le test il permet de lancer des appels de service A et service B vers HTTP bin, et ce qui permettrait normalement d'avoir une visualisation des échanges et des flux. Je peux le voir à ce niveau. Je pense que je peux avoir une vue encore plus sympa. Et on voit bien les appels, on voit les taux d'erreur et les taux de succès. On peut aussi visualiser la sécurité pour bien voir que c'est du MTLS qui s'est activé et que c'est sécurisé. On arrive à gérer les flux qui transitent entre les différents services et les voir, parce que je peux aussi activer Traffic Animation. Donc pour voir de l'animation de trafic et de voir que c'est en train de circuler entre service A, service B, parce qu'ils sont autorisés à faire des appels HTTP bin et parce qu'ils utilisent aussi du chiffrement et les échanges sont sécurisés. Donc voilà, je termine ma présentation, presque, et selon mon script, voilà, normalement, j'ai terminé. Je suis à votre disposition. Oui, petite question juste. Le fait de mettre en place Istio,
Ça veut dire mettre en place une app de plus, quoi, finalement, dans notre cluster. Et moi, je vois ça comme un SPOF, même si c'est hyper intéressant. Ouais. C'est quoi votre retour là-dessus, quoi, pour le maintenir, pour le gérer, voilà. Alors, c'est clairement, ça peut être considéré comme un single point of failure, parce que si tous les échanges et tous les flux passent par un Istio, d'ailleurs, sur des sujets où, parce que je parlais de résilience et de performance, moi j'ai vu pas mal de problèmes de performance qui sont issus, quelque part, causés par le sidecar. Donc Istio 1 travaille sur ça, donc ils ont ajouté Amener Ambient, mais ça n'empêche pas non plus aussi de sécuriser, donc de paralléliser, d'avoir plusieurs Istio control plan, et de faire en sorte qu'on puisse pas dépendre d'une seule instance ou d'un seul control plan et de faire de la répartition de charges à ce niveau-là. Maintenant, là où c'est important, et c'est pour ça que je parlais de script de charge, ça se teste. L'avantage d'Istio, c'est qu'il est assez mature. Donc normalement, il est utilisé en production, c'est pas mal d'acteurs. Ça permet d'avoir une visibilité aussi sur les échanges. Donc même en termes de... Même s'il y a un léger overhead, forcément, parce qu'il fait les checks, il fait la validation, mais ça permet d'avoir une meilleure visibilité, observabilité, et c'est toujours un peu le compromis à trouver, le juste équilibre entre accessibilité, observabilité, visibilité sur nos échanges, maîtrise de ces échanges en interne dans un cluster, versus on laisse en mode boîte noire et on cherche et on essaie d'affiner au niveau du log. La même question se pose aussi pour les APM. Voilà. Mais ils sont utiles. Ok, merci. Et je suis disponible aussi en dehors de la salle, si jamais il y a d'autres questions. Et pour ceux qui se posent la question, comment j'ai fait les animations, c'est Canva. Pour la partie exécution, pour ceux qui vont faire des conférences, c'est Warp. Et c'est super parce qu'on fait juste le readme et on peut l'exécuter, donc ça évite de faire des copier-coller quand on a un doigt qui tremble légèrement. Donc voilà. Merci beaucoup.